Nous voici donc arrivés au terme de notre MOOC. Toutes nos félicitations et nos remerciements pour votre participation. Nous espérons avoir répondu à vos attentes. Si l'on tente d'établir un bilan de la recherche dans nos disciplines, qu'avons-nous appris de décisif ces dernières années? En termes de découvertes sur le terrain, en termes de connaissances issues des analyses de laboratoire, en termes d'études et d'interprétations, ou encore, quelles sont les nouvelles méthodes de recherche? Prenons juste un exemple que nous n'avons pas abordé relatif à la notion de territoire, l'extension des Néandertaliens. On sait désormais qu'ils n'étaient pas seulement européens ou proche-orientaux. On les retrouve jusqu'en Asie centrale, dans l'Altaï russe et probablement jusque dans le nord de la Chine. En termes de nouvelles analyses et de méthodes, c'est l'étude de l'ADN qui a certainement apporté les résultats les plus spectaculaires. En nous apprenant par exemple, il y a seulement 10 ans, que chacun d'entre nous, excepté les Africains, possède un pourcentage de gènes néandertaliens. Le fait de savoir que nous avons un héritage néandertalien contribue à sa réhabilitation. Formidable changement de paradigme. Aujourd'hui, toutes les recherches en préhistoire sont effectuées par des équipes composées de nombreux spécialistes, issus de disciplines différentes et complémentaires, et de plus en plus souvent avec le concours de plusieurs laboratoires internationaux. Par exemple, il n'est pas rare que la fouille d'une entrée de grotte en Espagne soit dirigée par un préhistorien britannique, que l'on envoie des prélèvements pour des tests ADN en Allemagne ou au Danemark, que le géoarchéologue soit français et qu'on soumette les échantillons à dater à une université chinoise ou américaine. Les démarches pluridisciplinaires sont devenues la norme. Autre tendance sur le terrain, on utilise des protocoles de moins en moins invasifs. L'on fouille de plus en plus avec des gants et des masques sur des surfaces de plus en plus réduites, tels des chirurgiens opérant à cœur ouvert, comme si l'archéologie virtuelle allait un jour remplacer la fouille manuelle. Par ailleurs, de nouvelles analyses, voire de nouvelles disciplines, sont apparues ces dernières années, comme des techniques de datation ou des analyses isotopiques qui permettent de reconstituer les régimes alimentaires des hommes préhistoriques. Des échantillons infimes sont aujourd'hui exploitables. Les laboratoires n'ont désormais besoin que de quelques milligrammes pour dater un prélèvement, alors qu'au moins 150 ou 200 grammes étaient nécessaires avec les techniques d'il y a 15 ou 20 ans. Et certaines méthodes permettent même de se passer de matière organique par identification de l'ADN dans des sédiments ou datation directe de ces mêmes sédiments. À noter aussi l'apparition récente et la montée en puissance des modélisations. En pratique, on constitue de gigantesques bases de données qui, à partir de calculs et d'équations, permettent de compléter les travaux de terrain en proposant des modèles de peuplement. Ainsi, on peut modéliser des dispersions de groupes préhistoriques et l'étendue de leur territoire, tout en tenant compte des contraintes climatiques et environnementales. Quant aux découvertes dues à la chance ou à la persévérance de prospecteurs, elles existent toujours, heureusement. Par exemple, la découverte de la grotte Cosquer date de seulement 28 ans, celle de Chauvet-Pont d'Arc de 25 ans et celle de Cussac à moins de 20 ans. Ces trois découvertes exceptionnelles ont rebattu considérablement les cartes quant à la connaissance de l'art préhistorique, avec des informations là où on ne les attendait pas. Cosquer, une grotte dont l'entrée est sous le niveau de la mer actuelle, Chauvet avec un âge de 36 000 ans là où on en attendait 18 000, et Cussac avec le dépôt de corps dans un site orné. Et il existe des dizaines, sinon des centaines de découvertes moins spectaculaires, surtout moins médiatisées, mais qui ont tout autant renouvelé la recherche en préhistoire. On nous rappelle quotidiennement que nous courons à notre perte, et la planète avec, si nous ne changeons pas dès maintenant nos modes de vie. Il est certainement utile alors de connaître notre lointain passé. Des réchauffements comme celui que nous connaissons ont déjà existé, certes dans des environnements différents, mais comment les humains et les animaux s'y sont-ils adaptés? Nous avons encore à apprendre de la préhistoire, et la liste des espèces qui ont disparu est longue. Homo habilis, Ergaster, Erectus, Antecessor, Néandertal. Une seule espèce a finalement survécu, et parfois au détriment des autres, nous, les Homo sapiens.
Sans tomber dans une vision idéaliste, voire nostalgique, la connaissance des sociétés de la préhistoire qui vivaient en accord avec leur environnement, sans le modifier ou si peu, demeure une intéressante leçon de sagesse économique, d'adaptation et d'équilibre. Sinon de s'en inspirer, ce qui serait ridicule et inapproprié, nous avons à cœur de toujours mieux connaître cette préhistoire et d'en partager les résultats. Espérons que nous aurons apporté ici notre modeste pierre à l'édifice.